Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez comme il faut, Marion, tu m'entends? Oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire et en particulier à vous présenter un projet qui s'appelait, il s'est donc terminé en juin 2025, qui s'appelait Pulmoscope, et un projet qui a été porté par l'association Harpan, donc je vais présenter en une diapo, et puis le GTV 79 et le laboratoire Calise. Donc moi je suis Michael Trey et je travaille au sein du laboratoire. Et puis dans la partie vétérinaire, il y avait différents cabinets qui ont participé et que je représente aussi aujourd'hui. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que ARPAN? ARPAN, c'est l'association régionale de prévention contre la résistance aux antimicrobiens. En gros, c'est une association de loi 1901 qui a été créée pour pouvoir porter des projets en lien avec le plan éco-antibio. On avait des grandes mesures dans le plan éco-antibio Arpan, l'idée c'était qu'on puisse mettre en place ces mesures-là avec des projets qui étaient issus de la demande du terrain. Et donc, les membres d'Arpan, c'est les GDS de Nouvelle-Aquitaine, le GTV de Nouvelle-Aquitaine et puis les différents labos, pour l'instant il y en a 5, de Nouvelle-Aquitaine qui travaillent ensemble pour porter des projets qui sont intéressants pour le terrain. Et donc, ces projets-là sont soumis à un comité scientifique et technique. Et le projet Pulmoscope, il a été proposé à l'appel à projet Eco-Antibio 2022, accepté pour un financement, et il s'est terminé donc en juin 2025. Voilà. Donc, l'ère d'activité d'Arpan, c'est la Nouvelle-Aquitaine, et donc le projet Pulmoscope était centré sur le département des Deux-Sèvres. Alors, le contexte, c'est le suivant, c'est-à-dire que pour les vétérinaires caprins du 79, on avait une problématique, et toujours en lien avec le plan éco-antibio, on avait une problématique avec une pathologie respiratoire relativement fréquente chez la chevrette. Globalement, on estime qu'il y a un élevage sur 2 qui est touché et que une chèvre sur 3 développe, une chevrette sur 3 développe des symptômes respiratoires. Donc, c'était un sujet sur lequel il y avait probablement matière à travailler, d'autant plus que globalement, on utilisait des antibiotiques de manière un peu systématique et qu'il y aurait moyen d'investiguer un peu plus quels étaient les différents pathogènes qui étaient impliqués. Les vétérinaires praticiens utilisent régulièrement des huiles essentielles là-dessus, soit en ambiance, soit en alimentation. Et puis, au niveau de la prévention vaccinale, ils trouvaient que c'était un petit peu aléatoire. Donc, l'objectif, c'était un peu de voir comment est-ce qu'on pouvait améliorer la prise en charge thérapeutique de ces chevrettes en ayant un diagnostic un peu plus précoce que ce qui se faisait actuellement. C'est-à-dire que ce qui se fait beaucoup, c'est quand même une autopsie sur une chevrette et donc on n'est pas très précoce. Là, l'animal est déjà mort. Donc, l'idée, c'est d'avoir un truc qui soit un peu précoce, qui puisse faire du vivant de l'animal et avec une bonne valeur prédictive. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, alors je tape sur pas le bon bouton. Voilà. Les objectifs, ils étaient doubles. Le premier, c'était de tester la faisabilité et la pertinence du LBA. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu cette technique de lavage broncho-alvéolaire en bovin, mais on ne savait pas si c'était quelque chose qui était facilement utilisable et qui était intéressant en caprin. Donc, de le tester aussi vis-à-vis des écouvillons nasaux. Puis la deuxième chose sur laquelle on n'y voyait pas trop clair, il y avait déjà de la publication dessus, mais c'est de dire est-ce qu'on pourrait identifier les pathogènes majeurs impliqués dans les épisodes respiratoires avec la combinaison de différentes méthodes. Donc en travaillant sur à la fois la culture bactérienne, des PCR ciblés et puis des séquençages sans a priori. Donc ce sont ces résultats-là que je vais vous présenter par la suite. Donc comment ça s'est passé? Donc ça s'est passé, comme je disais, entre début 2023 et puis mi-2025. Évidemment, porté par le GT79, ça c'est une zone de production caprine, hein, donc plutôt dans le nord des départements des Deux-Sèvres. Et puis il y a eu un petit peu de 86 qui ont été inclus dans l'étude. Des vétérinaires, des cliniques vétérinaires avec une activité caprine assez importante. Et puis le partenariat avec le laboratoire, puisqu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là avec les vétos au sein de Calise. Donc, qu'est-ce qu'on a inclus? Qu'est-ce que prévoyait le projet? Il prévoyait d'inclure 50 cheptels avec au départ 5 cliniques vétérinaires qui étaient impliquées. Et dans ces 50 cheptels, on voulait prendre 40 cheptels
Au moment où ils ont des symptômes respiratoires chez les chevrettes, avec des signes cliniques récents, et avec une température supérieure à 39,5 degrés sur les chevrettes touchées, et surtout aussi avant traitement antibiotique. Et puis, on voulait avoir une comparaison avec des cheptels sans symptômes pour pouvoir comparer ce qu'on trouvait dans des cheptels à symptômes et ce qu'on trouvait dans des cheptels sans symptômes. Et donc, on avait inclus dans le protocole 10 cheptels pour lesquels on a fait des prélèvements alors qu'il n'y avait absolument aucun problème respiratoire sur les chevrettes. Et à chaque fois, lors de chaque déplacement, sur chaque épisode, on a eu des prélèvements qui ont été faits par les praticiens. D'abord des prélèvements de lavage broncho-alvéolaire sur jusqu'à 10 animaux, 10 chevrettes, et puis des écouvillons nasaux sur ces mêmes animaux. Donc on commençait par le LBA d'abord, et ensuite on passait aux écouvillons, parce qu'effectivement c'est plus facile à faire. Et parallèlement, on récupérait des commémoratifs en termes de pourcentage d'animaux touchés, de température, et puis un questionnaire important qui concernait la réalisation du LBA, puisque je ne l'ai pas mentionné dans la diapo d'avant, mais c'était écrit. En fait, ce travail a fait l'objet d'une thèse qui a été soutenue par Laura Simon-Piricane, et donc elle se servait de ce retour d'expérience des vétérinaires praticiens pour évaluer la faisabilité du lavage broncho-alvéolaire. Alors, le matériel de prélèvement qui a été utilisé, on l'a standardisé, c'est-à-dire que en fait, c'était pas du tout chaque vétérinaire qui choisissait de prendre son matériel pour faire le travail. Et c'est le projet qui a payé des écouvillons nasaux de type eSwab, donc c'est des écouvillons qui sont rayonnés dans lesquels on a une standardisation de la prise d'essai. Et puis surtout la sonde pour faire du LBA, qui est une sonde de nutrition entérale, en fait avec un diamètre de 3,3 mm et de longueur de 125 cm qui était coupée par le veto pour que ce soit moins long et monté sur une seringue. Voilà. Et on prévoyait au départ d'utiliser de 30 à 50 ml. Vous allez voir que finalement, en fait, le volume de sérum physiologique qui peut être injecté peut être plus important que ça. Donc ça, c'était le matériel qui était fourni au départ pour la réalisation du LBA. Et ensuite, une fois que le LBA a été fait, ça partait au labo. Et au labo, on avait une partie culture bactériaux conventionnelle. On avait une culture bactériaux mycoplasme, puisque comme Marine l'a expliqué avant, elle est particulière. Et puis, on avait l'identification de ce qui poussait à la fois en bactériaux et à la fois en mycoplasme, par spectrométrie de masse Maditov. Des antibiogrammes, en particulier sur Mannemia hemolytica, des PCR spécifiques Mannemia hemolytica, et puis deux choses qui étaient un petit peu nouvelles, c'était à la fois de faire un séquençage bactérien, c'est-à-dire qu'on fait un séquençage sur une portion d'ADN qui code pour l'ARN ribosomal 16S, donc on va amplifier, donc qui est spécifique des bactéries, donc on va amplifier que les bactéries, et puis pour aller chercher des virus, d'avoir un séquençage sans a priori sur tout ce qu'il y a dans le prélèvement. Bon, je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment ça marche. Donc les résultats, les voilà. Donc on a finalement eu 4 cabinets vétérinaires qui ont été très impliqués sur le sujet, dans la récupération des échantillons. Sur les 50 épisodes qui étaient prévus au départ, on a réussi à en récupérer 43, sachant que le facteur limitant, c'était en particulier le fait que les animaux n'aient pas reçu d'antibiotiques précédemment, et que donc le veto soit averti suffisamment de bonne heure qu'on était sur un épisode respiratoire sur lequel l'éleveur n'était pas intervenu. Donc ça, c'était un critère important de recrutement. Et voilà, donc entre février 2023 et mai 2025, on a eu ces 43 épisodes investigués, donc 33 symptomatiques, donc vraiment en cours d'épisode, et puis 10 sans aucun symptôme. Voilà, avec les 4 cabinets que vous voyez ici avec des étoiles, donc le cabinet de Secondini, de Chiché, de Cerizet et de Moléon. Voilà. Donc tous les 4 situés dans les Deux-Sèvres. Pour la réalisation, ce que je disais précédemment, c'est qu'on a commencé à chaque fois par faire un lavage broncho-alvéolaire avec une contention. On va un petit peu parler de ce lavage et comment le réaliser. Au début, c'était à nouveau pour tout le monde, hein, donc il a fallu se faire la main. On avait un système de groupes WhatsApp dans lesquels les premiers vétérinaires qui ont commencé par faire des LBA faisaient des films. Et puis ensuite, ça servait pour tout le monde, pour voir comment est-ce qu'on faisait et comment est-ce qu'on contenait bien l'animal. Donc, on a commencé par la bonne convention de l'animal, nettoyage des cavités nasales, ensuite, introduction de la sonde,
ensuite instillation et réaspiration du liquide de sérum physiologique, et puis finalement l'écouvillon nasal qui était fait sur l'animal qu'on avait prélevé. Sachant que globalement, la réalisation n'est pas très compliquée, mais elle n'est pas réussie, elle n'est pas facile à chaque fois, et donc en prenant l'expérience de ce qui avait été en particulier fait à Oniris par Sébastien Assier, en fait, on considérait qu'à partir du moment où on avait 2 essais sur un animal et que ça ne fonctionnait pas, on changeait et on prenait un autre animal à symptômes. Voilà. Donc l'idée, c'était pas de s'acharner pour faire un prélèvement de LBA sur un animal, mais de changer d'animal. C'est pour ça aussi qu'on faisait l'écouvillon à la fin, une fois que les animaux qui avaient été prélevés avec un LBA correctement pouvaient être identifiés et donc écouvillonnés assez facilement. Alors le problème du LBA, c'est que, comme vous voyez, alors je vais peut-être prendre mon pointeur si on le voit. Voilà, c'est que finalement, il faut, avec notre petite sonde, passer par l'orifice nasal ici, et puis longer le palais dur, et après arriver dans la cavité nasale, et là, il faut finalement arriver à plonger vers la trachée pour aller le plus loin possible dans la trachée jusqu'à la bifurcation des bronches. Et donc, finalement, le point le plus compliqué à chaque fois, c'est de pouvoir passer cette zone-là et de ne pas se retrouver dans l'œsophage. Voilà. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il fallait avoir une extension de la tête de la chèvre pour que on puisse avoir finalement cette zone qui soit cette zone du pharynx qui soit vraiment en continuité avec l'entrée de l'œsophage. Voilà. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Donc, ça veut dire que cette réussite du LBA elle est conditionnée à plusieurs choses. La première, c'est de bien assurer la contention, parce que effectivement, il faut pour l'animal, c'est pas traumatique, mais en tout cas, ça bouge un peu. Hein, ils doivent être vraiment en contention pour pouvoir avoir une tête en hyperextension et qu'on ait un alignement entre la cavité nasale et puis la trachée. Quand la sonde passe, ça tousse. Ça tousse un peu, éventuellement ça tousse beaucoup, et à la limite, plus ça tousse, plus c'est facile de faire passer la sonde. Voilà. Sinon, ça veut dire que l'animal déglutit, et quand il déglutit, c'est pas bon, ça veut dire que là, on passe dans l'œsophage, donc il faut retirer la sonde pour derrière repasser dans ta trachée. Quand on injecte le sérum physiologique, il y a forcément une réaction. Donc on voit qu'on est effectivement dans la trachée puisqu'il y a une réaction de l'animal à partir du moment où on pousse le sérum physiologique. Et ce que je disais juste avant, c'est que pour chaque cheptel, il y a au moins un prélèvement qui a nécessité plus d'une tentative. C'est-à-dire que les LBA n'ont pas tous été faits en chaîne en disant c'est très simple. À chaque fois, il y a systématiquement un animal chez qui ça marche moins bien. Soit on recommence, soit on passe à un autre animal. Mais ça, c'est quelque chose qui a été relevé à chaque fois par les vétérinaires qui l'ont pratiqué. C'est que plus on a d'habitude et meilleure est la contention, alors plus le pourcentage de réussite est élevé. Et puis l'autre aspect, sur le nombre de millilitres de sérum physiologique injecté, donc dans l'étude, là, on a injecté entre 30 et 240 ml pour finalement récupérer derrière à peu près 10%. Donc globalement, il n'y a pas eu de problème, y compris lorsque sur une chevrette, on délivre 240 ml. En fait, Benoît Forestier, l'un des vétérinaires qui a participé à l'étude, a coutume de dire que c'est une bonne voie de réhydratation, puisqu'en fait, finalement, le sérum physiologique passe très facilement par les poumons. Et donc, il n'y a pas par exemple, il n'y a pas de risque de noyade de la chevrette. Le LBA et sa réussite, elle est facilement, on peut juger facilement de la réussite du LBA avec l'aspect de ce qu'on a récupéré dans la seringue, qui est un aspect mousseux. Hein. Alors si par contre on va dans le rumen, ben là on va se retrouver avec du jus qui a rien à voir en termes de couleur. Néanmoins, à chaque fois que c'est arrivé au laboratoire, on a vérifié avec un contrôle systématique que c'était pas qu'on avait bien du LBA et que c'était pas un jus de rumen qui était arrivé au laboratoire. Dans l'étude, globalement, on a eu en moyenne 5 animaux qui ont été prélevés, et puis on a à peu près une journée entre le moment où ça a été prélevé et le moment où ça arrivé au laboratoire. Donc les premiers résultats, les résultats bactériaux, donc on a séparé ce qu'on trouvait sur les cheptels sains et ce qu'on trouvait sur les cheptels à symptômes.
Bon, globalement, on n'a pas de grande surprise en culture sur ce qu'on attendait, c'est-à-dire on a classiquement isolé de la Mannemia hemolytica, à la fois sur les couvillons nasales et à la fois sur la vage broncho-alvéolaire. On a isolé le Biberstenia, Trehalose, c'est classiquement aussi, mais avec une différence un peu moins nette entre les deux types de cheptel. Et puis on a trouvé du staphylocoque, on a trouvé des mycoplasmes, alors pas beaucoup de mycoplasmes, mais effectivement on a trouvé Mycoplasma arginini, Mycoplasma pneumoniae en culture. Et ce qui nous intéresse le plus, ça va être de regarder un peu ce qui se passe sur ces histoires de Mannemia hemolytica, en particulier sur le LBA, puisque globalement, là, on n'est pas sur les voies aériennes supérieures, on va vraiment aller chercher ce qui se passe dans le poumon et on veut essayer de caractériser un petit peu ces manémias et de voir comment est-ce qu'on peut leur imputer ou non le problème, l'épisode respiratoire. Donc déjà, si on fait un peu la synthèse des différentes bactéries qui ont été isolées en bactériaux dans les deux cas, dans les cheptels à symptômes et les cheptels hors symptômes, ce qui ressort le plus, c'est effectivement Mannemia hemolytica, qui est vraiment la bactérie qu'on va isoler lorsque ça tousse. Voilà. Donc ça, c'était pas une surprise, mais en tout cas, c'était confirmé par le travail qui a été effectué. Maintenant, ce qui nous intéressait aussi, c'est de pouvoir la typer. Et donc, on s'est servi d'un travail préliminaire qui avait été fait en bovin en 2017 et publié, dans lequel, en fait, les génotypes de Mannemia, qui soient des génotypes pathogènes ou des génotypes plutôt de portage, pouvaient être distingués par Malditov. Et donc, c'est ce qu'on a fait là, sur les souches qui avaient été isolées lors dans le LBA. En fait, ce qu'on montre, c'est que toutes les souches qui ont été isolées avec 0 symptôme, en fait, ce n'étaient que des génotypes 1, et toutes les souches qui ont été isolées dans les cheptels asymptômes étaient toutes du génotype 2. Ce qui veut dire que globalement, ça paraît assez intéressant de pouvoir faire un typage des manémias qu'on isole pour pouvoir imputer la manémia au fait qu'on ait des symptômes ou pas. Puisque dans les cheptels sans symptômes, on a bien une manémia qui est là, mais en fait, c'est une manémia qui est une manémia de portage. Toutes ces manémias-là ont été aussi testées vis-à-vis des différentes familles d'antibiotiques. Globalement, on en sort une sensibilité assez globale. Et alors, j'ai sur ce graphe qui est en dessous, là, j'ai comparé, alors, toute chose étant égale par ailleurs, les données qu'on avait par le Resapat en 2019 sur les pastorelles de chèvres. Alors, au Resapat, les données de chèvres, c'est pas ce qu'il y a comme grosses données, mais en tout cas, on avait quand même quelques petites choses. Et donc, on a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on avait sur nos manémias par rapport à la famille des pastorelles. Donc, c'est un peu plus large, hein, il y a un petit peu de tout là-dedans. Et pour voir un peu comment se distribuer nos manémias à nous. Et globalement, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a une résistance aux aminosides, mais qui est déjà connue chez les pastorelles d'une manière générale, et elles sont relativement peu sensibles. Peut-être aussi par le fait que ce sont des pastorelles de LBA, enfin des manémias de LBA, et ce sont des manémias qui ont été isolées à partir d'animaux qui sont des animaux qui n'ont pas eu de traitement antibiotique préalable, ce qui est probablement très différent de ce qu'on a au Resapat, où ce sont des pasteurs de chèvres de tout âge, et sans forcément avoir de connaissances sur les traitements antibiotiques qui ont eu lieu avant l'isolement de la pastorelle au laboratoire. Je passe rapidement sur la PCR Mannemia, où ce qu'on a voulu faire, c'était juste de voir s'il y avait une différence quantitative entre les cheptels qui toussaient et les cheptels qui toussaient pas, donc sans symptômes et avec symptômes. Globalement, c'est un peu compliqué de distinguer les deux populations. On voit qu'il y a une moyenne qui est différente et qu'il y a une vraie différence, on va dire, de distribution en termes de moyenne, mais après, ce serait compliqué, par exemple, ce qui était l'idée, hein, de pouvoir mettre un seuil pour dire, au-delà de tel seuil, on considère que on est plutôt dans une manémia qui n'est pas forcément symptomatique, et puis en dessous de tel seuil, on devient symptomatique. Bon, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez de données pour pouvoir conclure ce genre de choses. Pour ce qui est du séquençage bactérien, alors ce qu'on a fait, c'est ce que j'explique tout à l'heure, on a amplifié un gène qui code pour la RN16S, et donc là, l'idée, c'est d'aller détecter tout ce qui pouvait être bactérien dans le prélèvement. Donc, on a eu beaucoup de choses. On avait 152 genres bactériens détectés, hein, donc c'est pas 152 espèces, 152 genres. Mais là-dedans, il y en a deux qui ressortent quand on fait la comparaison de ce qu'il y a entre
des chèvres qui toussent et des chèvres qui toussent pas. Et c'est le genre Manemia et le genre Mycoplasma. Voilà, c'est pas une surprise, mais c'était important de pouvoir le regarder avec un séquençage bactérien global en amplifiant tout ce qui existait. Et l'idée, c'est un peu de voir maintenant qu'est-ce que ça voulait dire ce genre Mycoplasma. Marine disait qu'il faut aller jusqu'à l'espèce, et donc on voulait un petit peu investiguer ça. Et quand on regarde les séquences, en fait, ce qui ressort beaucoup et qui distingue, enfin qui ressort beaucoup, on est à 0,048, c'est pas tant que ça, distingue nos deux populations, population de cheptel qui tousse, population de cheptel qui tousse pas. On avait quelque chose qui sortait, donc Mycoplasma du pulmonier. Le truc, c'est que globalement, sur du séquençage, et sachant que les mycoplasmes ne sont pas si facilement distinguables les uns des autres, on n'avait pas forcément confiance uniquement dans le séquençage, et donc on a envoyé à Marine et Chloé les prélèvements pour pouvoir regarder spécifiquement avec une PCR Ovid pneumoniae qu'est-ce que ça donnait. Et c'est pas si net, c'est-à-dire que globalement, là, on a un petit P à 0,06 dans les groupes, entre le groupe asymptômes et sans symptômes. Donc finalement, de déterminer à quel point est-ce que Ovid pneumoniae peut être un facteur de virulence ou de pathogénicité, je pense qu'on n'éclaire pas encore tout à fait la lanterne sur cet aspect-là, en tout cas sur les chevrettes. Et puis, dernier point, c'était sur le séquençage sans a priori. Donc là, l'idée, c'est de se dire, on va séquencer absolument tout ce qu'il y a dans le prélèvement et on va regarder ce qu'on trouve en particulier pour aller chercher des virus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, nous, pour différentes raisons. La première était que quand on fait un LBA et qu'on récupère l'ADN dedans, eh bien, on récupère essentiellement de l'ADN de la chèvre. Et donc, évidemment, c'est un peu embêtant parce qu'il pollue énormément le séquençage. Et donc, il faut aller très, 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 très profond pour aller chercher des séquences de virus et les voir par rapport aux séquences de l'autre. Donc, on a demandé ça à une plateforme de l'hôpital Henri Mondor qui est spécialisée là-dedans, qui fait finalement de la sous-traitance pour tous les CHU de France pour aller chercher n'importe quel type de pathogène sur n'importe quel type de prélèvement en faisant des séquençages très profonds. Et globalement, quand on fait l'analyse des séquences virales, on a du phage de Manemia, ce qui n'est pas forcément étonnant, puisque c'est un virus finalement qui est un parasite de Manemia, et quand on trouve de la Manemia, bon, on trouve ce virus-là. On trouve un herpès virus humain, il faudra peut-être voir un petit peu ce que c'est, et surtout on trouve deux choses, et c'est des choses qu'on est en train de regarder en ce moment. On trouve des tumeurs nasales enzootiques, enfin du virus de tumeurs nasales enzootiques, et puis du virus Yaxicue, la famille des rétrovirus. Là, donc tout ça, ça a été envoyé dans l'équipe de Caroline Leroux, là, de Lyon, et donc c'est en train d'être analysé pour confirmer qu'effectivement son virus sont bien présents ou pas, parce que encore une fois, l'analyse des séquences c'est un peu compliqué sur ces virus-là, qui peuvent être présents en fait sans forcément être pathogènes, qui sont présents internalisés. Donc l'idée c'est de confirmer la présence de ces virus. Voilà. Donc ça, ce travail-là n'est pas fini. Donc en discussion, ici on a une comparaison sur le LBA et les couvillons. L'intérêt, c'est quand même qu'on va avec le LBA directement dans les bronches et donc on va directement aller chercher l'agent pathogène. La difficulté, c'est qu'il y a techniquement un coup de main à avoir et qu'il faut avoir effectivement une contention particulière, que ça dure effectivement plus longtemps que de faire un couvillon. Et puis, ça coûte aussi plus cher. On estime que c'est à peu près 3 à 5 euros par animal, ce qui veut dire que, en fonction du nombre d'animaux prélevés, on a entre 20 et 50 euros de coût de prélèvement. Voilà. Par contre, l'intérêt, c'est qu'on peut directement avoir, si on fait de la culture, les pathogènes en cause et puis de faire des antibiogrames dessus. Et comme on le disait au tout début, c'était l'objet du travail de Laura, c'était de travailler sur une approche précoce par rapport à l'autopsie. On a peu de résistance aux antibiotiques, mais les praticiens disent qu'ils sont souvent déçus par la thérapeutique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un retard à l'intervention et que le LBA pourrait solutionner? On a encore à travailler sur la place des virus et sur la récurrence de certains virus ou sur la co-infection. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore regardées. Il y a encore beaucoup de data à analyser sur cette étude-là. Et puis, pas oublier qu'il n'y a pas que l'infectieux tout seul. Hein. Il y a le rôle des bâtiments là-dedans et de la ventilation. Il y a le rôle de la vaccination, des autovaccins. Donc tout ça, c'est à prendre en compte pour améliorer la prise en charge des chevrettes et de leurs problèmes respiratoires. Et puis en conclusion, alors l'idée c'était de voir
est-ce que le LBA était d'intérêt pour nous? Donc il est effectivement simple à mettre en place d'après les vétos qui l'ont utilisé et assez rapide avec l'habitude. Et puis l'intérêt, c'est de voir comment est-ce que ça permet de faire du typage de manémia directement au laboratoire pour l'imputabilité de la manémia sur le problème. Et puis le rôle des mycoplasmes et des virus sont encore à investiguer. Et là, je vous ai mis en bas les petits questionnaires qu'on a fait sur WhatsApp auprès des vétérinaires qui ont participé à l'étude. Et globalement, voilà, le LBA n'a pas été si facile. Par contre, c'est quelque chose que probablement ils vont inclure dans leur outil de routine en cas de besoin. Une dernière diapo pour remercier tous les gens qui ont participé, à savoir tous les vétos du GTV 79 qui étaient impliqués. Je vois même que j'ai oublié Jeanne Lagouge qui faisait partie du cabinet de mes vétos. Et puis au sein de Calise avec les analyses génomiques et puis les analyses épidémiaux. Et puis à l'ANSES Marine qui a travaillé sur Ovid Pneumoniae. Et puis Caroline Leroux et Christophe Rodriguez pour la partie séquençage. Merci de votre attention.